À la fête de ma mère, elle m'a qualifié de ratée en riant et a dit que je n'aurais rien. J'ai alors annoncé mon exil définitif. Son sourire arrogant a disparu. Je m'appelle Aliénor, j'ai 28 ans, et ce soir-là, ma vie a basculé. Je me tenais dans un coin de ce restaurant prestigieux surplombant la Saône, à Lyon, un verre de champagne à la main que je n'osais pas boire. L'air était saturé du parfum des lys et des conversations feutrées de l'élite lyonnaise. C'était la fête pour les 60 ans de ma mère, Bérénice. Une célébration de sa réussite, de son statut, de tout ce qu'elle valorisait et que je n'incarnais pas. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette histoire. J'aime toujours savoir à quelle heure il est chez vous quand vous m'écoutez. Je portais une robe vert émeraude, la couleur de l'espoir, une folie que je m'étais offerte après avoir économisé sur mes repas pendant 2 semaines. Une tentative pathétique de m'intégrer, de paraître à ma place. Mais je me sentais comme une imposture. Chaque rire cristallin, chaque tintement de verre me rappelait que je n'appartenais pas à ce monde. Ma mère, elle, flottait au milieu de ses invités, parfaite dans une robe de créateur, son port de reine incontesté. Elle riait, charmait, son attention se posant sur chacun avec une chaleur que je ne lui avais jamais connue. Une chaleur qui, je le savais, s'éteindrait dès qu'elle poserait les yeux sur moi. Dans la poche de ma robe, mes doigts serraient nerveusement une petite carte de visite, celle de l'éditeur d'un grand magazine. C'était mon secret, ma bouée de sauvetage. Je m'étais promis de lui annoncer ma grande nouvelle ce soir. Une part naïve de moi-même croyait encore que, peut-être, face à un succès si tangible, elle serait enfin fière. Une fierté qui ne serait pas teintée de mépris ou de sarcasme. J'observais mon demi-frère, Armel, et sa femme recevoir les éloges de ma mère. Il était avocat, comme elle l'avait toujours souhaité pour moi. Il cochait toutes les cases. Moi, j'étais la photographe, l'artiste, l'éternelle déception en devenir. Le moment est venu après le plat principal. J'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et me suis approché de la table d'honneur. La musique du quatuor à cordes semblait s'estomper. Maman, ai-je commencé, ma voix tremblant à peine. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Et j'ai une nouvelle à t'annoncer. Elle m'a regardé, un sourire figé sur les lèvres, ses yeux balayant ma robe avec une critique silencieuse. Ses amis, autour de la table, se sont tus, curieux. Une nouvelle, a-t-elle répété, son ton faussement léger. Ne me dis pas que tu as enfin décidé de prendre un vrai travail. Des rires polis ont fusé. Mon cœur s'est serré. J'ai ignoré la pique. On m'a offert une mission photographique internationale de 6 mois pour le magazine Géo. Un silence s'est installé. J'ai vu une lueur d'impression dans les yeux de certains invités. Mais pas dans ceux de ma mère. Elle a levé son verre, un éclat cruel dans le regard. Oh, comme c'est charmant, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la salle. Des vacances payées pour prendre des photos. Pendant ce temps, Armel, lui, vient de remporter un procès qui va rapporter des millions d'euros à son cabinet. Elle s'est tournée vers moi, son sourire s'élargissant. Tu vois, Aliénor, il y a ceux qui construisent un avenir, et puis il y a les autres. Mais ne t'inquiète pas pour l'héritage. Tu n'auras pas un centime de toute façon. Tu as toujours été une ratée en matière de finances. Le coup a été brutal. Public. Humiliant. J'ai senti les larmes monter, mais une force nouvelle, née du désespoir, les a repoussées. C'était fini. J'avais fini d'espérer. J'ai eu une profonde inspiration, préparant la réplique que j'avais gardée en moi depuis des années. Je ne savais pas encore que ces quelques mots allaient déclencher une guerre, mais pour la première fois, je me sentais prête à la mener. Avant cette soirée, il y a eu des années de fissures, de silence et de mots qui blessent comme des éclats de verre. Mon enfance s'est déroulée dans le très chic 6e arrondissement de Lyon, dans un grand appartement haussmannien au plafond vertigineux et au parquet qui craquait sous le poids des secrets de famille. Mon père était architecte, un homme doux et rêveur qui voyait de la poésie dans les lignes d'un bâtiment et des histoires dans les ombres d'une ruelle. Ma mère, Bérénice, était déjà une avocate d'affaires redoutable. Elle ne voyait que des angles, des contrats et des bilans financiers. Ils étaient comme le jour et la nuit, et j'ai grandi dans leur crépuscule permanent.
Je me souviens d'un après-midi, j'avais peut-être 10 ans. J'avais passé des heures à dessiner la basilique de Fourvière. Mon père avait regardé mon œuvre avec des yeux brillants. « C'est magnifique, ma chérie », avait-il dit. « Tu as capturé la lumière. On va l'encadrer. » Il était si fier. Puis, ma mère était rentrée du travail. Elle a jeté un regard rapide à mon dessin, posé sur la grande table du salon. « Ne l'encourage pas avec ses bêtises, Marc », a-t-elle lancé sans même s'arrêter. « L'art, ça ne paie pas les factures. » J'ai vu la joie s'éteindre dans les yeux de mon père. Et dans les miens. Cette phrase est devenue le mantra de mon enfance, le rappel constant que mes passions étaient des « bêtises », des distractions futiles face à l'impératif de la réussite matérielle. Quand mon père est mort d'une crise cardiaque, j'avais 12 ans. Le silence qui a suivi sa disparition était assourdissant. La maison est devenue un mausolée. Ma mère s'est jetée à corps perdu dans le travail, construisant une forteresse de succès autour de son chagrin. Un chagrin qu'elle ne m'a jamais laissé partager. Les souvenirs de mon père ont été méthodiquement rangés, ses livres d'art remplacés par des codes de droit, ses esquisses reléguées au fond d'un placard. C'était comme si elle voulait effacer la preuve qu'un jour, elle avait aimé un homme qui préférait les rêves aux certitudes. Mon demi-frère Armel est arrivé dans notre vie 2 ans plus tard, lorsque ma mère s'est remariée. Son père était un homme d'affaires, un choix bien plus raisonnable. Armel était plus âgé que moi, silencieux et distant. Nous vivions sous le même toit, mais dans des mondes parallèles. Il suivait la voie tracée par nos parents, étudiant le droit, tandis que je me réfugiais dans le club photo du lycée. C'était mon sanctuaire, le seul endroit où je pouvais respirer, où je pouvais être moi-même. L'objectif de l'appareil photo est devenu mon bouclier contre le monde, une façon de cadrer la réalité pour la rendre supportable. Je photographiais les visages des passants, les reflets dans les flaques d'eau du parc de la Tête d'Or, les détails que personne ne semblait remarquer. Je cherchais la beauté que mon père m'avait appris à voir, une beauté invisible aux yeux de ma mère. Elle méprisait ma passion. Pour elle, chaque heure passée dans la chambre noire était une heure de perdu à ne pas préparer un concours ou un examen prestigieux. La photographie, c'est pour les amateurs, disait-elle souvent. Une femme doit avoir une carrière solide, une indépendance financière. Regarde-moi. Je la regardais, oui. Je voyais une femme puissante, admirée, mais terriblement seule. Je voyais une armure si épaisse qu'elle empêchait tout amour de passer. Et je me jurais, au fond de moi, que je ne lui ressemblerais jamais. Ma mère avait effacé mon père de notre vie, mais elle ne savait pas que le plus grand héritage qu'il m'avait laissé était justement cette passion qu'elle s'efforçait tant d'étouffer. Elle allait bientôt découvrir que certaines racines sont trop profondes pour être arrachées. Le seul antidote au poison distillé par ma mère était ma grand-mère paternelle, Léontine. Elle vivait dans une petite maison en pierre au cœur du Beaujolais, à 1 heure de route de la froideur de Lyon. Cette maison sentait la cire d'abeille et la confiture de figues. Ses murs étaient couverts de livres, de photos de mon père et de mes dessins d'enfants qu'elle avait précieusement encadrés. Chez Léontine, j'étais simplement Aliénor. Pas la future avocate ratée, pas la déception en puissance. J'étais sa petite fille, l'héritière des yeux de rêveur de son fils. C'est elle qui m'a offert mon premier véritable appareil photo pour mes 16 ans, un réflexe argentique qui pesait 1 tonne et que je chérissais comme un trésor. Ta mère ne comprendra jamais, m'avait-elle dit en me le tendant. Certaines personnes sont nées pour compter, d'autres pour voir. Ton père voyait. Toi aussi. Ne laisse personne te dire que c'est sans valeur. Ces mots étaient mon armure. Chaque week-end passé chez elle était une bouffée d'oxygène. Nous passions des heures à feuilleter mes clichés. Elle ne me disait jamais si une photo était techniquement parfaite. Elle me demandait, « Qu'est-ce que tu as ressenti en la prenant ?» Elle comprenait que l'art n'était pas une performance, mais une nécessité, une façon de traduire le monde. C'est pendant ces années que mon lien avec Armel a subtilement changé. Il était devenu un jeune homme sérieux, déjà en première année de droit. Un soir, lors d'un de ces dîners de famille glaciale, j'avais timidement montré une photo que j'avais prise d'un vieux vigneron du village de ma grand-mère. Le visage de l'homme était un paysage à lui seul, creusé par le temps et le soleil. Mon beau-père a marmonné quelque chose d'approbateur. Ma mère a levé les yeux au ciel. Mais Armel, lui,
a regardé la photo longuement. On dirait une peinture du Caravage, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Le silence qui a suivi était électrique. Ma mère lui a lancé un regard si noir qu'il aurait pu figer le vin dans nos verres. Armel, concentre-toi sur tes études au lieu de dire des âneries. Il n'a rien répondu, mais nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Et j'ai compris. J'ai compris qu'il voyait, lui aussi. Ce lien silencieux s'est renforcé lors des funérailles de mon beau-père, quelques années plus tard. Il est mort d'une longue maladie. À l'enterrement, ma mère était stoïque, parfaite dans son rôle de veuve éplorée mais digne. Moi, je me sentais juste triste pour Armel, qui venait de perdre son second père. Après la cérémonie, alors que tout le monde se pressait autour de ma mère, je me suis éloignée dans le cimetière. Il pleuvait une fine pluie froide. Armel m'a rejointe. Il s'est arrêté à côté de moi, et nous avons regardé les tombes en silence pendant un long moment. Puis il a dit, « Merci d'être venu. » Pour de vrai. Je savais ce qu'il voulait dire. Je n'étais pas là pour les apparences, comme tant d'autres. J'étais là parce que la perte d'un parent, je savais ce que c'était. Nous n'étions peut-être pas de vrais frères et sœurs, mais nous partagions une solitude commune, une enfance passée à marcher sur des œufs autour de la même personne. Cette complicité silencieuse était notre secret. Un secret qui n'a pas échappé à ma mère. Je pense qu'au fond, elle en était jalouse. Elle ne supportait pas l'idée que nous puissions avoir un lien qui lui échappait, un lien qui n'était pas basé sur la performance ou l'approbation. Elle voyait cela comme une trahison, une alliance contre son autorité. Et elle allait s'assurer de nous le faire payer, en commençant par s'attaquer à ce qui m'était le plus cher. Je ne savais pas encore que ma passion pour la photographie allait devenir son prochain champ de bataille. Après avoir obtenu mon diplôme des Beaux-Arts, une décision qui avait provoqué des semaines de silence glacial de la part de ma mère, la réalité m'a frappé de plein fouet. Vivre de son art à Lyon est un combat. J'ai emménagé dans un minuscule studio sur les pentes de la Croix-Rousse, le quartier des artistes et des rêveurs. Je multipliais les petits boulots, serveuse dans un bouchon lyonnais, assistante pour des photographes de mariage, vendant même quelques tirages sur les marchés le dimanche. Chaque euro gagné était une petite victoire contre la prophétie de ma mère, tu finiras sans le sou. Ma meilleure amie, Sidonie, une illustratrice aussi fauchée et passionnée que moi, était mon pilier. Nous partagions nos doutes, nos maigres repas et nos rêves immenses. Puis, après des mois de persévérance, une lueur d'espoir est apparue. Une petite galerie d'art, réputée pour dénicher de jeunes talents, a accepté d'exposer 3 de mes photographies dans le cadre d'une exposition collective. 3. J'avais l'impression d'avoir décroché la lune. J'ai passé des jours à préparer les tirages, à choisir les cadres. C'était la première fois que mon travail allait être vu, reconnu, validé par des professionnels. J'ai même envoyé une invitation à ma mère, sans grand espoir. Elle n'a pas répondu. Le vernissage approchait. J'étais sur un nuage. Et puis, le téléphone a sonné. C'était le propriétaire de la galerie. Sa voix était gênée. Aliénor, je suis désolée. Il y a un petit changement de programme. Nous avons un problème d'espace. Nous allons devoir retirer l'une de vos 3 photos. Mon cœur a cessé de battre. Laquelle, ai-je demandé, la gorge nouée. Il a décrit la photo. C'était la meilleure des 3. Le portrait de ce vieux vigneron qu'Armel avait comparé à une peinture du Caravage. C'était mon chef-d'œuvre. J'ai essayé d'argumenter, mais il a été inflexible. J'ai raccroché, anéanti. Le soir du vernissage, j'ai souri, j'ai serré des mains, mais mon cœur était en miettes. Mes 2 autres photos semblaient perdues sur le grand mur blanc, orphelines de leur sœur. Pendant des semaines, j'ai ruminé cet échec. J'ai commencé à douter de moi, profondément. Peut-être que ma mère avait raison. Peut-être que mon travail n'était pas assez bon. Peut-être que cette photo avait un défaut que je ne voyais pas. La critique la plus dure n'est pas celle qui vient des autres, mais celle qui s'insinue en vous et empoisonne votre confiance. J'étais au bord de l'abandon. La vérité, je ne l'ai apprise que des mois plus tard, et par le plus grand des hasards. Sidonie travaillait à mi-temps dans un café où la femme du galeriste avait ses habitudes. Un après-midi, elle l'a entendu discuter avec une amie.
Elle se plaignait de la pression que certains clients importants exerçaient. Et elle a lâché le nom de ma mère. Bérénice. Il s'est avéré que ma mère, via une de ses amies collectionneuses, Geneviève, avait contacté le galeriste. Elle n'avait pas menacé. Oh non, c'était bien plus subtil. Elle avait simplement exprimé ses inquiétudes en tant que mère, s'interrogeant sur la viabilité de ma carrière, sur ma fragilité émotionnelle. Elle avait planté une graine de doute, suggérant qu'investir sur moi était un risque. Le galeriste, craignant de froisser une source potentielle de financement ou un cercle d'acheteurs influents, avait cédé. Il avait sacrifié ma photo pour préserver ses intérêts. Quand Sidonie m'a raconté ça, j'ai ressenti une rage froide, pure, dévastatrice. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la malchance. C'était un sabotage. Ma propre mère avait activement œuvré pour détruire ma première chance. À ce moment-là, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre mère? Auriez-vous coupé les ponts? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Moi, je n'ai rien fait. J'étais trop anéantie, trop sous le choc. Comment se bat-on contre sa propre mère? Mais ce jour-là, une graine a été plantée en moi aussi. Pas une graine de doute, mais une graine de rébellion. Je ne savais pas quand ni comment, mais je savais qu'un jour, je lui ferais regretter ce qu'elle avait fait. Et cette occasion allait se présenter d'une manière bien plus dramatique que je n'aurais pu l'imaginer. Après le sabotage de la galerie, j'ai touché le fond. J'ai remisé mon appareil photo dans un placard et j'ai accepté un poste de graphiste dans une agence de communication. Un travail alimentaire, sans âme, qui payait les factures. Ma mère était ravie. Enfin, tu deviens raisonnable, m'a-t-elle dit lors d'un de nos rares appels. Chaque jour passé devant cet écran d'ordinateur était une petite mort. La créativité qui bouillonnait en moi s'éteignait à petit feu. J'étais devenue une version d'elle-même que je méprisais, pragmatique, éteinte, sûre. C'est dans cette grisaille que la couleur est revenue dans ma vie. Il s'appelait Anselme. Il était journaliste indépendant, spécialisé dans les grands reportages. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel. Il était curieux, passionné, et ses yeux brillaient quand il parlait de son travail. Il était tout ce que je n'étais plus. Quand il a appris que j'étais photographe à l'origine, il a insisté pour voir mon ancien portfolio. Je lui ai montré mes photos avec une honte résignée, comme si je lui montrais les fantômes de mes rêves. Il a regardé chaque cliché en silence, avec une intensité qui me troublait. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit « Mais pourquoi tu gâches un talent pareil dans une agence de pub? C'est criminel. » Personne, à part ma grand-mère, ne m'avait jamais parlé comme ça. J'ai eu envie de pleurer. Anselme est devenu mon plus grand soutien. Il m'a poussé à ressortir mon appareil photo, à recommencer à shooter le week-end. Grâce à lui, la flamme s'est lentement ravivée. Nous sommes tombés amoureux. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vue, comprise, aimée pour ce que j'étais, pas pour ce que je devais être. Mais le destin, ou peut-être ma mère, semblait décidé à me mettre à l'épreuve. Un samedi soir, alors que nous rentrions du cinéma, nous avons ouvert la porte de mon studio pour découvrir un cauchemar. Une canalisation avait éclaté à l'étage supérieur. Mon petit appartement était inondé. L'eau avait tout ravagé. Mes meubles, mes livres, et le pire. Mon ordinateur et mes disques durs de sauvegarde, où se trouvaient des années de travail photographique, baignaient dans l'eau. Tout était perdu. Définitivement. J'étais dévastée, sans abri, et mon assurance ne couvrait qu'une infime partie des dégâts. Dans un moment de panique totale, j'ai fait ce que je m'étais juré de ne plus jamais faire, j'ai appelé ma mère. Je pleurais, j'étais incohérente. À ma grande surprise, elle a été calme, presque douce. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, a-t-elle dit. On va trouver une solution. Viens dîner demain soir, nous en discuterons. » J'ai ressenti une vague de soulagement, de gratitude. J'ai pensé, elle a changé. Elle est ma mère, après tout. J'étais si naïve. Le lendemain, je me suis assise à la grande table de salle à manger de son appartement. Elle m'a servi un repas parfait, m'a parlé avec une sollicitude que je ne lui connaissais pas.
Puis, au dessert, elle a sorti une chemise cartonnée. J'ai beaucoup réfléchi à ta situation, a-t-elle commencé. Je suis prête à t'aider. Je vais te donner l'argent nécessaire pour te réinstaller, et même plus. Pour que tu sois à l'aise. Les larmes me sont montées aux yeux. Maman, merci, je ne sais pas quoi dire. Attends, a-t-elle dit en levant la main. Il y a une condition. Elle a sorti un document de la chemise. Ceci est un accord. C'est simple. En échange de mon aide financière, tu t'engages à quitter ton poste actuel et à accepter le poste de responsable communication que mon ami Paul t'offre dans sa société. Tu t'engages également à abandonner définitivement la photographie en tant que projet professionnel. C'est une reconnaissance de l'échec de cette voie et de ta volonté de prendre enfin un chemin responsable. Je la fixais, bouche bée. Ce n'était pas de l'aide. C'était un contrat, un pacte diabolique. Elle utilisait mon malheur, ma vulnérabilité, pour m'acheter, pour me forcer à capituler. C'était la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais faite. Dans ma tête, tout se bousculait. La tentation était immense. Un instant, un seul, j'ai imaginé. Plus de soucis d'argent, un bel appartement, la sécurité. Il suffisait de signer. De renoncer à moi-même. J'ai regardé son visage, son expression parfaitement neutre, et j'ai vu la vérité. Elle ne voulait pas mon bien. Elle voulait ma soumission. J'ai repoussé le document. Non, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je préfère dormir dans la rue plutôt que de signer ça. Je me suis levée, j'ai tourné les talons et je suis partie sans un regard en arrière. J'avais choisi la liberté dans la précarité plutôt que la prison dorée. Cette décision a scellé mon destin et m'a mise sur la voie d'une confrontation que même moi, je n'aurais jamais pu anticiper. Je suis sortie de l'appartement de ma mère en me sentant à la fois brisée et étrangement puissante. J'avais tout perdu, matériellement parlant, mais j'avais sauvé l'essentiel, mon âme. J'ai trouvé refuge sur le canapé de Sidonie, dans son appartement bohème qui sentait la térébenthine et le café fort. Anselme, quant à lui, était plus qu'un soutien, il était mon roc. Il n'a pas essayé de me consoler avec des mots vides. Il a agi. À mon insu, il a contacté un ami qui travaillait dans une entreprise spécialisée dans la récupération de données. Il a rassemblé mes disques durs noyés, les a emballés avec un soin infini et les a envoyés. Il y a une chance sur 1 million, m'a-t-il dit, mais on ne sait jamais. Je n'y croyais pas, mais son geste m'a profondément touché. Pendant ce temps, il a fait quelque chose d'encore plus audacieux. Avant l'inondation, je lui avais montré comment accéder à une sauvegarde en ligne très ancienne de mon portfolio, une dizaine de photos que j'avais presque oubliées. Sans me le dire, il a sélectionné les 5 meilleures et les a envoyées à une de ses connaissances, une éditrice photo du magazine Géo. Il a joint un court message, le reste de son travail a été détruit dans une inondation. Mais même avec ces 5 photos, vous verrez qu'elle a un talent unique. Je ne savais rien de tout ça. Je passais mes journées à chercher un nouveau logement, un nouveau travail, à essayer de reconstruire ma vie à partir de zéro. Je me sentais vide, épuisée. La photographie me manquait comme un membre fantôme. Et puis, un mardi matin, alors que je buvais mon café, mon téléphone a vibré. C'était un email. L'objet était « Proposition de mission, magazine Géo ». J'ai cru à une erreur, à un spam. J'ai ouvert le mail, le cœur battant. C'était l'éditrice photo. Elle avait été subjuguée par mes 5 clichés. Elle écrivait qu'elle y voyait une « sensibilité rare », une « capacité à capturer l'humanité dans sa forme la plus brute ». Elle me proposait une mission. Pas une petite pige. Une mission de 6 mois. Documenter la vie des artisans traditionnels sur le pourtour méditerranéen, de l'Espagne à la Grèce. Tous frais payés, avec un salaire plus que confortable. C'était le genre d'opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Le rêve absolu de tout photographe. Je suis restée assise, fixant l'écran, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. J'ai lu et relu l'email 10 fois. C'était réel. Anselme est rentré à ce moment-là. Il m'a vu en pleurs et a paniqué. Je lui ai tendu mon téléphone, incapable de parler. Il a lu l'email, et le plus grand sourire a illuminé son visage. Je le savais,
a-t-il crié en me soulevant dans ses bras. Je savais qu'il verrait ce que je vois. C'est là qu'il m'a tout avoué. La récupération des données, qui, malheureusement, n'avait pas fonctionné, et l'envoi de mon portfolio. J'étais partagée entre la colère qu'il ait agi dans mon dos et une gratitude infinie. Au milieu de cette euphorie, une pensée glaçante m'a traversée. L'invitation pour les 60 ans de ma mère était posée sur la table. La fête avait lieu dans 3 jours. Mon premier réflexe a été de ne pas y aller. À quoi bon? Mais ensuite, une autre idée, plus audacieuse, plus dangereuse, a germé dans mon esprit. C'était l'occasion parfaite. Pas pour me vanter, non. Mais pour lui montrer. Pour lui prouver, non seulement à elle mais à moi-même, que j'avais réussi. Pas selon ses critères, mais selon les miens. J'allais me rendre à cette fête, armée de ma réussite, avec l'espoir insensé que cette fois, enfin, elle comprendrait. J'ai choisi ma robe vert émeraude, la couleur de l'espoir, sans savoir que j'allais droit vers le plus grand champ de bataille de ma vie. Je pensais y aller en soldat victorieux, mais quand j'ai vu le sourire de ma mère en accueillant la famille d'Armel, j'ai compris que la guerre n'était pas encore gagnée. La soirée était une symphonie parfaitement orchestrée de richesse et d'autosatisfaction. Ma mère régnait sur son petit royaume, chaque détail de la fête criant sa réussite. Je me sentais de plus en plus invisible à mesure que les heures passaient. J'ai échangé des banalités avec des gens dont j'avais oublié les noms, répondant à l'éternelle question « Et toi, Aliénor, que deviens-tu ?» avec des réponses vagues. La carte de visite de Géo dans ma poche me brûlait, comme un talisman attendant son heure. Le moment est venu au dessert. Les lumières se sont tamisées, et un gâteau monumental a été apporté. Après les applaudissements et le « joyeux anniversaire », ma mère a pris la parole. Elle a remercié ses invités, puis son regard s'est posé sur Armel. Je suis particulièrement fière de mon fils, Armel, qui vient d'être nommé associé dans son cabinet, a-t-elle annoncé, sa voix vibrant d'une fierté sincère. Il incarne les valeurs de travail et de persévérance que j'ai toujours chéries. C'était mon signal. C'était maintenant ou jamais. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée. Maman, si je peux me permettre, moi aussi j'ai une réussite à célébrer ce soir. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence est tombé, lourd de curiosité. Ma mère m'a fusillé du regard, son sourire se crispant. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que le magazine Géo vient de me confier une mission photographique internationale de 6 mois. Un murmure a parcouru l'assemblée. J'ai entendu le nom « Géo » répété avec respect. J'ai vu la surprise et même l'admiration sur certains visages. C'était plus que ce que ma mère pouvait supporter. Elle a éclaté d'un rire aigu et méprisant. Un rire qui a glacé le sang de tout le monde. « Oh, ma pauvre Aliénor » a-t-elle dit, s'adressant à la tablée comme si j'étais une enfant un peu simplette. Toujours en train de courir après tes petits rêves. C'est mignon. Des vacances payées pour prendre des photos, quelle chance. Elle a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux, son sourire devenant cruel. Mais ne t'habitue pas trop au luxe. En parlant de finances, j'ai finalisé mon testament cette semaine. Et je peux te le dire devant tout le monde, tu n'auras pas un seul centime. Tu as toujours été une ratée, et je ne vais pas financer tes lubies d'artiste fauché. L'héritage familial ira à ceux qui le méritent, à ceux qui construisent quelque chose de solide. Comme Armel. Le silence était total. Mortel. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai vu des invités baisser les yeux, gênés. J'ai vu le visage décomposé d'Armel. J'ai senti des centaines d'yeux pleins de pitié posés sur moi. Les larmes ont afflué, brûlantes. J'aurais dû m'effondrer. J'aurais dû fuir en sanglotant. C'est ce qu'elle attendait. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une colère froide, une clarté absolue. Toutes les années d'humiliation, de mépris, de sabotage, ont fusionné en une seule certitude, c'était terminé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai levé mon menton. J'ai regardé ma mère, son visage triomphant, et j'ai souri. Un vrai sourire, calme et serein. Ce n'est pas grave, maman, ai-je dit, ma voix étonnamment stable et claire, résonnant dans le silence. Je ne suis pas venue ce soir pour ton argent.
Je suis venu pour te dire adieu. J'ai fait une pause, savourant l'incompréhension qui se peignait sur son visage. Puisque tu ne veux pas de mes lubies d'artiste, tu seras heureuse d'apprendre que j'ai décidé de les vivre pleinement. Je pars de France. Définitivement. Tu peux considérer ça comme mon exil. Le sourire arrogant de ma mère s'est figé, puis s'est effacé. Remplacé par un masque de stupeur et d'incrédulité. Pour la première fois de ma vie, je l'avais laissé sans voix. Le contrôle lui avait échappé. Son visage est devenu blême. Elle a serré les poings et a sifflé entre ses dents, sa voix un murmure menaçant que moi seul pouvais entendre, dans mon bureau. Maintenant. Je savais que le vrai combat, le face-à-face final, allait avoir lieu loin des regards. Et pour la première fois, je n'avais pas peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je l'ai suivi hors de la grande salle, traversant un couloir aux murs lambrissés. Le son de mes talons sur le marbre était le seul bruit, un écho à la détermination froide qui m'habitait. Elle a ouvert la porte de son bureau privé, m'a laissé entrer et la refermer derrière nous. L'atmosphère feutrée de la pièce contrastait avec la violence de la tempête qui se préparait. Dès que la porte s'est close, le masque de la femme du monde est tombé. « Comment oses-tu » a-t-elle hurlé, sa voix rauque de fureur contenue. « Comment oses-tu m'humilier de la sorte, devant mes amis, le soir de mon anniversaire ?» J'ai failli rire. L'ironie était à son comble. « T'humilier » ai-je répété, incrédule. « C'est toi qui viens d'annoncer à 50 personnes que ta propre fille est une ratée que tu déshérites. Et c'est moi qui t'humilie. » J'ai dit la vérité, a-t-elle rétorqué. La vie, ce n'est pas un conte de fées, Aliénor. C'est une question de sécurité, de patrimoine, de ce qu'on laisse derrière soi. Des choses que tu ne comprendras jamais avec tes photos de clochards et de couchers de soleil. Mes photos m'ont obtenu un contrat avec l'un des plus grands magazines du monde, ai-je crié, la colère prenant enfin le dessus. C'est plus réel que tous tes plans de succession. Mais ça, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Tout ce que tu vois, c'est que je ne suis pas comme toi. Que je ne suis pas Armelle. Bien sûr que non, tu n'es pas Armelle, a-t-elle craché. Tu es comme ton père. La façon dont elle a prononcé ces mots, pleins de venin et d'un ressentiment ancien, m'a frappé. Un rêveur. Un irresponsable. Il parlait d'art et de beauté, mais sais-tu ce qu'il m'a laissé quand il est mort? Des dettes. Un amour romantique et un découvert bancaire abyssal. C'est moi qui ai dû tout reconstruire, seul. L'amour, ça ne paie pas les factures, Aliénor. Et là, dans sa fureur, j'ai vu la faille. J'ai vu la jeune veuve terrifiée, paniquée par l'insécurité financière, qui s'était juré que plus jamais, ni elle ni ses enfants ne connaîtraient cette peur. Sa cruauté n'était pas seulement de la méchanceté. C'était une armure, forgée dans la peur et le chagrin. Toute sa vie, elle avait essayé de me protéger de ce qu'elle considérait comme le plus grand danger, la précarité. Et en faisant cela, elle m'avait étouffé. Alors c'est ça, ai-je dit, ma voix s'adoucissant malgré moi. Tu m'as puni toutes ces années, pas parce que tu ne m'aimais pas, mais parce que j'étais le portrait vivant de l'homme qui t'a fait peur. Elle a semblé décontenancée par mon changement de ton, par ma perspicacité. Elle a ouvert la bouche pour nier, mais à ce moment précis, on a frappé à la porte. Armelle est entrée, le visage grave. « Maman, ça suffit », a-t-il dit d'une voix calme mais ferme. Les invités s'interrogent. Et ce que tu as dit à table, c'était inacceptable. Ma mère s'est tournée vers lui, abasourdie. Jamais, au grand jamais, Armelle ne l'avait contredite en public, et encore moins en privé. Tu prends sa défense, a-t-elle sifflé. Je prends la défense de la justice, a-t-il répondu en me regardant. Le travail d'Aliénor est remarquable. Et elle mérite mieux que d'être humiliée publiquement. Surtout par sa propre mère. Le soutien inattendu de mon frère a été le coup de grâce. Ma mère nous a regardés, passant de l'un à l'autre, comme si elle réalisait soudain qu'elle avait perdu le contrôle, qu'elle était seule face à nous deux. Son visage s'est décomposé. La fureur a laissé place à quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, la défaite.
J'ai regardé Armel, un « merci » silencieux dans les yeux. Puis je me suis tournée vers ma mère. La conversation est terminée, ai-je dit doucement. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je suis sortie du bureau, laissant derrière moi une femme en ruine et un frère que je venais de retrouver. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. La guerre était finie. Et j'avais gagné. Pas contre elle, mais pour moi. Les jours qui ont suivi la fête ont été un tourbillon surréaliste. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, un message d'Armel, fier de toi. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton départ. Puis, des appels de certains amis de ma mère, ceux qui avaient été témoins de la scène. Ils ne m'appelaient pas par pitié, mais par curiosité, pour certains, par un respect nouveau. Ils voulaient voir ce fameux portfolio qui avait déclenché une telle tempête. Apparemment, l'humiliation publique que ma mère m'avait infligée s'était retournée contre elle. Elle avait voulu me faire passer pour une ratée, mais elle avait surtout réussi à se faire passer pour une mère cruelle. Et puis, il y avait les appels de ma mère. Plusieurs fois par jour. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'espace, de temps pour digérer. Les messages vocaux qu'elle laissait étaient un condensé de sa personnalité. Le premier était glacial et autoritaire. « Aliénor, nous devons avoir une discussion sur ton comportement inqualifiable. » Le second était manipulateur et faussement conciliant. « Ma chérie, ne laissons pas un malentendu gâcher notre relation. Je ne veux que ton bien. » Le dernier était presque pitoyable, une voix à peine audible. « S'il te plaît, appelle-moi. » Pendant ce temps, je préparais mon grand départ. Le magazine voulait que je sois à Barcelone, ma première destination, dans 3 semaines. C'était une course contre la montre. Je devais résilier mon bail, vendre mes quelques meubles, faire mes vaccins, et surtout, décider ce que j'allais emporter pour une nouvelle vie qui tenait dans 2 valises. Sidonie et Anselme étaient mes anges gardiens. Sidonie m'aidait à trier, à emballer, à pleurer sur les souvenirs et à rire de l'avenir. Anselme s'occupait de toute la logistique, son calme olympien apaisant mes angoisses. Une semaine avant mon départ, j'ai accepté de voir ma mère. Une dernière fois. Nous nous sommes retrouvés dans un café impersonnel, un terrain neutre. Elle est arrivée, impeccablement vêtue, mais ses yeux étaient cernés. Le silence était pesant. « Alors, tu pars vraiment ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui. Elle a remué son café pendant un long moment. J'ai peut-être été dure, a-t-elle finalement concédé, le mot lui écorchant les lèvres. Dure, ai-je répété sans animosité. Tu m'as anéanti, maman. À plusieurs reprises. Pour la première fois, elle n'a pas nié. Elle a juste hoché la tête, le regard perdu dans sa tasse. Je ne sais pas faire autrement, a-t-elle murmuré. J'ai toujours eu peur. Peur que tu finisses comme ton père. Sans rien. Il n'avait pas rien, ai-je répondu doucement. Il m'avait, moi. Et il avait sa passion. Parfois, c'est tout ce qui compte. La conversation n'a pas duré longtemps. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de larmes, pas de pardon spectaculaire. C'était juste, triste. La reconnaissance silencieuse d'un fossé trop grand pour être comblé. En partant, elle m'a simplement dit, faites attention à toi. Le jour du départ est arrivé. À l'aéroport, les adieux avec Sidonie et Anselme ont été déchirants. Anselme me rejoindrait en Espagne quelques semaines plus tard, mais la séparation était tout de même douloureuse. Alors que je faisais la queue pour le contrôle de sécurité, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de ma mère. Mon cœur s'est serré. Je l'ai ouvert, m'attendant à tout. Le message disait simplement, « Bon voyage. Ton père aurait été fier de ton courage. » Les larmes que j'avais retenues depuis des jours ont finalement coulé. Des larmes de tristesse, de soulagement, de tout ce qui avait été et de tout ce qui aurait pu être. Ce n'était pas une absolution, mais c'était une trêve. Une façon de me laisser partir sans le poids de sa haine. J'ai essuyé mes larmes, j'ai souri à travers elles, et j'ai franchi la porte de sécurité sans me retourner. Je ne fuyais plus. Je volais vers ma vie. Une vie où la seule approbation dont j'aurais besoin serait la mienne. Les mois qui ont suivi ont été un kaléidoscope de couleurs, de sons et de sensations nouvelles.
La Méditerranée est devenue ma muse. J'ai photographié des potiers en Crète, des pêcheurs en Sicile, des tisserands au Maroc. Chaque visage ridé, chaque main calleuse racontait une histoire, et mon travail n'a jamais été aussi vivant, aussi sincère. Le magazine a adoré. Mon reportage a fait la couverture. D'autres commandes ont suivi. Je gagnais ma vie, eh bien, en faisant ce que j'aimais. Anselme m'a rejointe, et nous avons construit notre vie nomade, entre 2 missions, 2 avions, 2 cultures. Nous étions heureux. 1 an après mon départ, une proposition inattendue est arrivée, une galerie prestigieuse à Paris voulait organiser ma première exposition personnelle. Revenir en France était une perspective qui me terrifiait et m'excitait à la fois. J'ai accepté. J'ai envoyé une invitation à ma mère et à Armel, sans rien attendre en retour. Le soir du vernissage, la galerie était bondée. C'était intimidant. J'ai vu Sidonie et Anselme, leurs visages rayonnants de fierté. Puis j'ai vu Armel, qui m'a pris dans ses bras. C'est incroyable, Aliénor. Tu l'as fait. Et puis, je l'ai vue. Ma mère. Elle était seule, se tenant un peu à l'écart. Elle portait une tenue sobre, loin de l'éclat de son anniversaire. Elle n'est pas venue me voir tout de suite. Je l'ai observée du coin de l'œil. Elle a fait le tour de l'exposition, lentement, s'arrêtant longuement devant chaque photographie. Elle ne regardait pas les étiquettes de prix ou les points rouges des ventes. Elle regardait les images. Vraiment. Après les discours et les applaudissements, elle s'est approchée de moi. Elle tenait un catalogue de l'exposition à la main. C'est un travail puissant, a-t-elle dit, sa voix un peu rauque. Je ne comprenais pas. Je crois que je commence à voir. Elle m'a tendu le catalogue et un stylo. Est-ce que tu voudrais bien me le dédicacer? Mon cœur a eu un soubresaut. C'était plus qu'une simple demande. C'était une offrande de paix. Un aveu. J'ai pris le catalogue. J'aurais pu écrire tant de choses. Des reproches, des mots de pardon, des phrases complexes sur notre relation. Mais j'ai simplement écrit, pour maman. Aliénor. En cet instant, j'ai compris la vérité la plus profonde. Ma guérison n'était pas venue de son approbation, enfin obtenue. Ma guérison avait eu lieu bien avant, le jour où j'avais réalisé que je n'en avais plus besoin pour exister. Son respect, ce soir-là, n'était pas une victoire. C'était un bonus. Un joli bonus, mais un bonus quand même. Notre relation ne sera jamais simple. Elle est faite des cicatrices du passé. Mais nous avons trouvé une sorte de paix, une distance respectueuse. Parfois, elle m'appelle pour me parler de ses voyages, inspirée, dit-elle, par mes photos. Parfois, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Nous ne parlons pas du passé. Nous essayons, maladroitement, de construire un présent. L'histoire de ma famille m'a appris que les liens du sang ne sont pas une garantie d'amour, et que parfois, il faut quitter ceux qu'on aime pour apprendre à s'aimer soi-même. Le chemin est long et souvent douloureux, mais la liberté n'a pas de prix. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si vous avez vous-même vécu des conflits familiaux ou si vous avez dû vous battre pour faire respecter vos choix, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls est une force immense. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce récit, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous.